Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Au micro de RTI. Alors, cette semaine, nous n'allons donc pas présenter une personne, mais plutôt un livre en particulier. C'est un livre qui est sorti en France récemment, un roman graphique qui présente l'histoire d'une personne depuis l'occupation japonaise de Taïwan jusqu'à maintenant. C'est donc un roman graphique dont la version originale est composée de 4 tomes et pour l'instant en français le premier tome vient de sortir. Et pour tout vous dire, c'est une bande dessinée qui est vraiment chère pour moi parce que j'en avais traduit des extraits il y a quelques années lorsque les premiers tomes venaient de sortir en chinois pour les présenter aux maisons d'édition françaises ou francophones afin d'en vendre les droits d'auteur. Et donc c'est chose faite et maintenant le premier tome est sorti et les autres suivront bientôt aussi. Donc je tenais à vous parler de ce livre que je connais bien et que j'apprécie vraiment. Donc Pei-Shan, je voulais parler avec toi aussi d'un roman graphique bibliographique que vous avez publié avec Slow Work et qui vient de sortir en français. Et ce livre, c'est 来自清水的孩子. Oui, donc ça c'est une série de 4 albums super importants pour Slow Work. Ça s'appelle 来自清水的孩子 et le titre français c'est Le fils de Taïwan. C'est le fils de Taïwan ou le fils de Formose? Fils de Taïwan. Fils de Taïwan. Ah, ils ont changé. Oui, par rapport à la version anglaise. ils ont changé. En fait, ça c'est un sujet très intéressant parce que maintenant on a sorti dans plusieurs langues et chacun a choisi leur titre de leur façon. Donc ils sont pas vraiment traduits directement Son of Formosa en France. Ils m'ont dit que parce qu'ils ont demandé l'équipe leurs avis sur le titre et tous les jeunes ne connaissent pas Formosa. Et c'est très intéressant pour moi parce que je trouve qu'il y a 10 ans, Taïwan n'est vraiment pas connu. Les gens se mélangent avec Thaïlande souvent. Oui, c'est vrai. Donc, et Formose, c'est ancien, c'est vieux, et puis ça vient de portugais. Donc, les gens connaissent ce mot, les gens connaissent. Il y a une histoire qu'on a trouvé une île belle, s'appelle Formose. Ça a changé. Et puis, il se passe beaucoup de choses en actualité sur Taïwan. Donc, les jeunes, ils connaissent Taïwan. Donc, ça s'appelle Le fils de Taïwan. Entre l'interview et la publication de cette émission, j'ai eu l'information comme quoi le titre anglais a été modifié aussi, puisque lors de la publication originale à Taïwan, il y avait le titre Son of Formosa qui était imprimé sur la couverture, et la version qui va sortir en anglais a choisi comme titre The Boy from Clearwater. Sachant que Clearwater, c'est la traduction de Qingshui, donc la petite ville près de Taichung, dans le centre de Taïwan, d'où vient Tsai Kun-lin, le personnage principal. Et donc c'est une traduction littérale du titre chinois qui était 来自清水的孩子, l'enfant qui vient de Qingshui. Et je trouve très intéressant de voir que d'un côté, les éditeurs français ont choisi un nom qui soit plus identifiable géographiquement, alors que les éditeurs anglais ont choisi au contraire d'enlever l'élément reconnaissable de Taïwan du titre. C'est une biographie sur un Taïwanais qui existe aujourd'hui encore vivant, 93 ans. Donc on a parlé de sa vie à partir de 4 ans jusqu'à 90 ans. Et donc à travers sa vie, on va comprendre l'histoire de Taïwan. Et comment est né le projet de faire ce livre sur Tsai Kun-lin? Alors c'est parce que la scénariste Yo Pei-yun a rencontré Monsieur Tsai et professeur Yo a trouvé que sa vie est tellement intéressante. En plus, elle avait l'occasion de rencontrer Tsai Kun-lin plusieurs fois. Du coup, chaque fois, naturellement, il a raconté plein de choses. Du coup, elle commence à se dire j'aimerais bien faire son histoire, mais à quelle forme? Parce qu'en fait, la scénariste Pei-yun, elle est professeure de littérature jeunesse. Donc, elle a pensé peut-être livre de jeunesse, mais en fait, sa vie est tellement riche, il n'y a pas assez de pages. Ça va manquer beaucoup de choses. En plus, ça existe déjà. Parce qu'il a beaucoup raconté sa vie, donc il y avait déjà en fait des livres en texte et puis livres en illustration. Il y a même le pièce de théâtre. Du coup, professeur Yo, elle se dit peut-être un roman graphique.
C'est aussi parce que à ce moment-là, professeur Yo, elle m'a rencontrée. Du coup, l'idée va ensemble. Et elle a trouvé que roman graphique, c'est une forme un peu entre illustration et le texte et l'animation. Parce qu'animation, c'est aussi une option pour elle. Mais en fait, l'industrie d'animation à Taïwan n'est pas très mature. Donc c'est possible, c'est aussi bien, mais elle se dit que ça va être trop difficile. Du coup, l'idée est née comme ça, et on commençait à chercher qui sera le dessinateur. Et on a, pour réfléchir, à la fin, on a choisi son étudiant, Jianxing. Ça, c'est le premier roman graphique pour Jianxing, parce qu'avant, il fait surtout des livres d'illustration. Les 4 tomes de la version originale sont déjà sortis. Et le premier tome en français a été présenté lors du Festival d'Angoulême. Quel a été l'accueil du public ? Donc, premièrement, c'était très très bien vendu. On a amené 150 livres et on a presque tout vendu. Il en reste 10. Et puis, on a eu 9 interviews de différents médias, y compris Libération. J'étais super contente. La réaction des lecteurs sont très très bien parce que les presses et les médias, les influenceurs, ils sont déjà lus avant l'interview. Donc ils sont tous bien aimés et tout le monde dit qu'ils connaissent pas grand-chose sur Taïwan. Tout le monde connaît que l'histoire de Chiang Kai-shek et Mao Zedong et c'est tout. Mais depuis en fait quelques mois en France, on en parle beaucoup, la situation de la Chine et Taïwan, mais en fait les gens ne connaissent pas l'histoire de Taïwan. Donc avec ce livre, ils découvrent. En plus, c'est en fait très douce, très tendre dans le premier tome, donc ils sont aussi un peu étonnés. On ne parle pas quelque chose de très dramatique, tragédie. Non, ça viendra après. Là. Oui, ça vient d'après, mais du coup, ils trouvent ça très, très intéressant. Et puis, dans le premier tome, on parle de la période colonisée par le Japon. Exactement, oui. Le premier tome se passe pendant l'enfance de Tsai Kun-ling, donc c'est sous l'occupation japonaise. Oui. Donc ça, c'est une période peu connue par les étrangers, donc c'est très intéressant pour eux. Et aussi, vous avez parlé de la langue. En fait, la version d'origine, pour moi, c'est pas une version chinoise, c'est une version d'origine, parce qu'on a utilisé 3 langues, mandarin, taïwanais et japonais. Donc ça, c'est une réalité à Taïwan. Qu'on parle beaucoup de langues, surtout à l'époque. Il y avait japonais qui est la langue officielle, taïwanais qui est la langue maternelle pour plupart de taïwanais. Et le mandarin, en fait, est arrivé depuis 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est quelque chose que les Français connaissent vraiment pas. Dans la version française, ils ont présenté différentes langues en différents typos. D'accord, oui, j'étais curieuse de savoir ça justement parce qu'on s'était déjà posé la question de comment retranscrire cette diversité de langues, puisqu'en France, il n'y a pas exactement cette même réalité de plusieurs langues qui cohabitent, ou beaucoup moins. Ça fait longtemps que les langues régionales sont un peu mises de côté. Et donc, il fallait trouver une manière qui ne dérange pas la lecture, mais qui soit évidente aussi pour comprendre que les personnages passent d'une langue à l'autre, en fait. On a la conscience de ça dès le début et il y avait quasiment tous les médias qui ont posé la question pour comprendre pourquoi et comment on utilisait ces 3 langues. Parce que chez Kana, en fait, c'est une maison d'édition belge. Et en Belgique, c'est aussi plusieurs langues. Donc pour eux, c'est assez familier de ces réalités. Et je trouve ça super intéressant. Dans la version originale, il y a 4 volumes. Ça sera aussi le cas en français, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, ce sera en 4 volumes. En fait, il s'agit de 4 périodes importantes. Donc, on n'a pas coupé par 20 ans ou par 25 ans. En fait, c'est pas régulier. Donc, le premier temps, c'est sur l'enfance. Et ça s'arrête au moment qu'il se fait attraper. Et on ne sait pas pourquoi. Il se fait arrêter par la police ? Oui, c'est ça. Donc, c'est une enfance et jeunesse assez tranquille et douce. Et tout d'un coup, il se fait arrêter. Dans le deuxième tome, c'est 10 ans qu'il a passé dans la prison pour les prisonniers politiques. Pendant tout le tome 2, il est emprisonné à l'île verte. Oui, c'est ça. Donc, le troisième tome, c'est sur sa carrière d'éditeur. Donc, après sortie de prison, il commence à éditer la bande dessinée.
et les livres jeunesse. Et il a créé une revue super importante, s'appelle Le Prince. Donc on parle surtout de ça. Et dans le 4e tome, on concentre sur sa vie de retraite, consacrée sur le droit de l'homme. Et on va découvrir aussi qu'est-ce qui s'est passé pour ses camarades dans la prison. Donc il y a quelque chose, on va découvrir caché derrière le tome 2, en fait. Oui, le tome 4 est une forme de rétrospective aussi, où on arrive à avoir un peu une compréhension plus affinée de tout ce qui s'est passé avant dans sa vie, et puis une mise en perspective aussi par rapport à l'histoire de Taïwan quand il s'engage avec les anciennes prisons qui deviennent maintenant des musées à Taïwan. Oui, en fait, quand on a fini les 3 tomes, ils ont resté 50 ans. Il fallait finir en 4 tomes. On ne peut pas avoir 6 tomes. Il fallait tout finir. Du coup, on a trouvé cette moyenne de narration pour parler l'histoire de 50 ans en un seul tome. Et alors, ce livre, Le Fils de Taïwan, c'est à la fois une histoire qui est basée à Taïwan et en même temps qui a quelque chose de très universel. De quelle façon est-ce qu'elle parle aussi aux lecteurs du monde entier ? Oui, en fait, même si on a parlé d'histoire de Taïwan, mais c'est surtout l'histoire d'un homme, un jeune qui aime la lecture, qui est très naïf et il s'est passé beaucoup de choses malheureuses dans sa vie. C'est la vie de quelqu'un et on a mis l'histoire de Taïwan derrière en pensant qu'il fallait que tout le monde peut comprendre. Donc pendant nos édits, on a réfléchi à ces questions tout le temps avec un regard d'étranger. Donc on a modifié beaucoup de détails pour ça. On a ajouté des informations derrière, pas que pour les étrangers, aussi pour les Taïwanais. Oui, ça c'est notre question. Quelle est la connaissance des Taïwanais de cette période de l'histoire de Taïwan ? Et c'est très intéressant et il y avait beaucoup de médias français qui nous avaient demandé ça. Et en fait, à Taïwan, on commence à parler tout ce qui est dans le passé récent, surtout après l'arrivée de Kuomintang et la Terre blanche. On commence à en parler beaucoup ces derniers 10 ans. On a parlé avant, mais il y avait beaucoup d'histoires des gens qui ont vraiment vécu la Terre blanche. Ils ont peur d'en parler, parce qu'à l'époque, si tu en parles, tu seras comme Tsai Kwan-ling, tu seras dans la prison. Donc, au début, on a peur de parler et on a commencé à encourager les gens d'en parler assez récemment. Donc, une fois, il y a des gens qui commencent à parler, d'autres gens se disent « Ok, tout va bien, on en parle et il ne s'est passé rien. Peut-être on peut aussi en parler. » Aussi, avec le changement de gouvernement, tout ça, ils ont créé des musées de droits de l'homme. Ils ont fait beaucoup de travail pour créer des témoignages. On est au début de tout ça. Par exemple, ça, c'est le premier bande dessinée sur quelqu'un qui a vécu la Terre blanche. Mais depuis que j'ai sorti ces bandes dessinées, il y en a déjà d'autres. Il y en a déjà d'autres. Donc, il y aura plus en plus. Mais par exemple, le livre en texte, peut-être les jeunes n'ont pas envie de lire. En plus, c'est sorti de départements officiels, tout ça. Tu ne peux pas vraiment les trouver dans tous les librairies. Mais on commence à faire beaucoup en illustration aussi, à le mettre dans l'éducation. Donc ça va changer aussi, mais on est au début en fait. Les Français maintenant découvrent avec les Taïwanais en fait. On n'est pas beaucoup avancé, donc même à Taïwan, les gens connaissent pas très bien toute cette histoire. Il y a aussi peut-être une différence de génération, c'est-à-dire que les personnes plus âgées l'ont vécue, elles la connaissent ou elles connaissent une partie. Ça dépend. En fait, je pense que on dit que les jeunes générations se réveillent peut-être des fois plus tôt que certaines personnes âgées, en fait. Je pense que ça dépend, que ça t'intéresse de savoir plus ou pas. Parce que les gens qui ont vécu cette période n'ont pas forcément connu, parce qu'à l'époque, tout ce que tu peux lire sont contrôlés par le gouvernement. Donc, selon ta position politique de ta famille, tu vas apprendre peut-être des choses très, très orientées. Et après, depuis l'année 70, l'économie de Taïwan est super bien. Et 80-90, c'est explosé. Donc, les gens cherchent l'argent. Ils ne se préoccupent pas du passé, ils essaient de l'oublier, surtout pendant ces périodes-là. Exactement, ils ne cherchent pas le passé. Et puis, aujourd'hui, il y a toujours plein de
de gens disent ça, c'est déjà passé, pourquoi on en parle? Parce qu'ils trouvent que si on en parle, peut-être on va prendre la tête avec ta famille, prendre la tête avec tes amis, et c'est pas bien. Donc ça, c'est une attitude qu'on voit souvent à Taïwan. Donc au contraire, je trouve beaucoup de gens âgés il y a cette envie d'éviter le débat, le conflit. Exactement. Ouais. Et dans ma éducation, par exemple, mes parents me disent la même chose. Ne discute pas la politique avec tes amis. Jamais politique et religieux, pas juste l'argent. Mais c'est vrai que à Taïwan, on demande très facilement le salaire d'une personne, ce qui en France nous semble très surprenant et on serait gêné et souvent on ne le dit pas du tout. C'est un peu un sujet tabou. Alors qu'au contraire, on adore débattre de sujets politiques. Exactement. En France, on va connaître quelqu'un, on va d'abord connaître il est gauche ou droit. Mais à Taïwan, c'est quel travail, le salaire. Donc pour l'instant, si j'ai bien suivi, les droits d'auteur sont vendus en japonais, coréen, français, anglais, allemand et arabe. Donc on peut dire que c'est un succès. Oui, et c'était ça le but. En fait, c'est vraiment, quand on produit cette série, c'était très clair comme but parce que dans le roman graphique biographique, il y avait Persepolis, qui est vraiment super important. Et ensuite, ces derniers 20 ans, il s'agit de différents pays, donc j'en ai vraiment lu plein. Donc je comprends que c'est quelque chose d'assez classique et la base. Et si on veut que des lecteurs internationaux connaissent Taïwan, envie de lire plus de choses vient de Taïwan, il est vraiment très important d'avoir une bande dessinée de base, on peut dire, sur l'histoire de Taïwan avec une forme de biographie. Donc on a vraiment mis le but au début de vendre beaucoup différentes langues. Donc j'étais très difficile pendant que j'ai édité ce titre, aussi grâce au pavillon taïwanais, grâce au gouvernement taïwanais qui soutient beaucoup pour qu'on puisse participer beaucoup de salons de livres. Parce que si tu as un bon titre, mais tu restes à Taïwan, c'est un peu difficile de le vendre. Donc, la vraie rencontre pendant le salon de livres, c'est vraiment très important. On a aussi un programme qui s'appelle Bookfront Taïwan. Il choisit des bons titres taïwanais en bande dessinée, illustration, fiction, non-fiction. Et tous les ans, on fait des catalogues présentés à tout le monde. Donc, grâce à toutes ces occasions et qu'on a vraiment bien travaillé. Pour le moment, on a vendu 6 langues et ça va continuer, je suis sûre. Et quand est-ce que les tomes suivants seront disponibles en français, maintenant que c'est lancé? Est-ce qu'il y a déjà un peu les dates? Oui, en 2023, on va sortir un tome par saison. Donc ça va tout finir à la fin de 2023. Donc ça fait 2 ans, on prépare déjà. Donc ça va tout sortir en 2023. D'accord. Donc, il faut rester attentif à ça. Oui, j'espère que tout le monde peut aller acheter l'Office de Taïwan et découvrir cette histoire de Tsai Kwan-Ling et Taïwan. Merci beaucoup. Merci. Et c'était donc Huang Pei-Shan dans l'émission Au micro de RTI animée par Florian Dai. Merci de votre écoute et très bonne journée sur les ondes de Radio Taïwan International.